J'espère que vous allez très bien. Donc, comme convenu, nous passons maintenant aux approches quantitatives. Après avoir présenté les approches qualitatives, notamment via le logiciel NVivo et analyse textuelle. L'objectif de ce cours, un peu, c'est d'approfondir les connaissances par rapport aux approches quantitatives et surtout euh, de travailler selon une perspective de recherche scientifique. Et donc, c'est un cours qui est destiné principalement aux chercheurs, doctorants, mais aussi à tout type de public qui est intéressé par plus ou moins les approches métriques, plus ou moins approfondies. Donc, je commence. Je vais commencer par distinguer les approches qualitatives des approches quantitatives pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'on est en train d'analyser. Je vais parler du questionnaire et méthode d'échantillonnage. Je vais parler des échelles de mesure et de la démarche du test des hypothèses en fonction de la nature des variables. Et je passerai vers l'analyse sur SPSS. Donc, ça va être ça, plus ou moins, la particularité de ce cours pour qu'il ne soit pas chevauché. Par la suite, je vais vous orienter vers d'autres cours qui sont sur Qalaya Ftar, qui sont complémentaires à ce cours, notamment l'analyse de données. Il y a un cours sur l'analyse de données, il y a un cours sur les études de marché qui sont tous complémentaires à ce cours-là. Donc moi, je vais me focaliser uniquement sur la perspective recherche scientifique pour les doctorants, spécialement en sciences de gestion. Donc, je vais commencer par la distinction entre approche qualitative et quantitative. Rien de différé. Juste le son ici. Voilà, ça ira pas de problème. Donc en fait, euh, on a plusieurs perspectives de voir les choses, d'accord? C'est-à-dire un chercheur, il a un ensemble de données qu'il a besoin de traiter et d'analyser. Et donc, c'est une erreur de dire que dans une recherche qualitative, on ne va travailler qu'avec des données qualitatives et avec une recherche quantitative, on ne va travailler qu'avec des données quantitatives. Non, c'est une erreur. Et donc, les données qui se présentent déjà dans l'environnement du chercheur sont de différentes formes. Des données qualitatives et des données quantitatives, c'est-à-dire des données qui se présentent dans la nature sous forme de lettres, hein, sous forme d'expression, sous forme d'attitude, et des données quantitatives qui se présentent sous forme métrique. Et donc, lorsque je dis données qualitatives ou données quantitatives, c'est-à-dire on peut mesurer les données quantitatives et on ne peut pas, a priori, mesurer les données qualitatives. Nous avons les variables qualitatives et des variables quantitatives. Lorsque je parle de variables, là, c'est le chercheur lui-même qui va se baser plus ou moins sur ces variables-là, qui émanent d'un cadre conceptuel du chercheur pour pouvoir les tester et vu qu'il cherche la validité interne ou externe de sa recherche doctorale ou son mémoire, nous avons les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Donc, une méthode qualitative, donc c'est une méthode d'accès qui se base plus ou moins sur, j'allais dire, des insights, hein, qui se basent sur une profondeur, et des méthodes quantitatives. Donc, ce sont des méthodes qui se basent plus ou moins sur des statistiques et qui cherchent à plus ou moins élaborer des graphiques ou des courbes ou des équations. Et nous avons des études qualitatives et une étude quantitative. Lorsque j'ai une étude quantitative, c'est-à-dire c'est une étude qui se compose de plusieurs méthodes qualitatives ou quantitatives. Lorsque je dis étude qualitative, c'est une grosse étude, mais qui se compose de méthodes
qualitatif ou quantitatif. Et donc, rien n'empêche que dans une grosse étude qualitative, on pourrait avoir des petites études quantitatives. Je m'explique. Là, par exemple, je travaille sur une étude de cas sur le financement des banques. Et donc, ce sont des études de cas qualitatives, mais rien n'empêche que je puisse accéder à des données chiffrées ou à des comparaisons de graphiques ou de bases de données juste pour évaluer l'importance des clients respectifs. Donc, lorsque j'ai cette configuration-là, je vais utiliser des bases de données, mais comme source documentaire existante, tout en sachant que je suis dans l'étude de cas, qui est une étude qualitative. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à ce point-là. C'est que on n'est pas vraiment exclusif. Sauf que il faudrait qu'on ait voilà, une vision majoritaire qui est soit qualitative, soit quantitative. Et donc, là, ce sont des illustrations avec quelques auteurs. Donc, vous allez pouvoir, lorsque vous allez revisualiser ce live, vous pouvez faire une pause sur ces éléments-là, juste pour avoir les auteurs, si vous voulez les citer dans vos travaux. Maintenant, il y a une distinction aussi entre l'orientation de la recherche et donc, lorsqu'on est dans l'exploration ou alors lorsqu'on est dans le test. Explorer, c'est-à-dire chercher à découvrir, et donc la découverte d'une manière générale, elle se base selon une perspective qualitative, et le test, c'est la recherche de tests des hypothèses, plus ou moins, ou le test de relation, le test de modèle, le test de concept, le test de variable, le test de lien. Donc, d'une manière générale, majoritairement, les études quantitatives sont adaptées à des perspectives de test, et la majorité des études qualitatives sont adaptées à des perspectives de découverte ou d'exploration. Autre chose, quand est-ce que le chercheur fait appel aux études quali ou quanti, c'est en fonction du degré de maturité de sa problématique. C'est-à-dire, si sa problématique est suffisamment mature et donc il n'y a pas de risque d'avoir plus ou moins de surprises ou de réorganisation majeure des questions de recherche ou des pistes, là, il pourrait opter pour l'approche quantitative. Par contre, si sa problématique n'est pas suffisamment mature, c'est-à-dire que lui-même, il ne la cerne pas trop, il ne sait pas très très bien ce qu'il est en train d'analyser, et il se pose continuellement ces questions, là, c'est l'approche qualitative qui s'adapte à lui, parce que les approches quantitatives sont des approches plus ou moins irréversibles. Et donc, c'est impossible de revoir le modèle ou les variables en cours de route. Maintenant, pour la complémentarité, c'est-à-dire la distinction entre quali-quanti ou dans quel cas le quali peut cohabiter avec le quanti, c'est dans le cas de la séquentialité ou la triangulation. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ou pas dans la fin du... Je pense pas que j'avais déjà dit ça avant. Je pense que c'était dans un autre cours. En tout cas, je vais le rappeler rapidement. Les stratégies de complémentarité, c'est lorsque dans une seule thèse de doctorat, le chercheur est amené à faire aussi bien des études qualitatives que des études quantitatives. Et donc, la séquentialité, c'est lorsque le chercheur va commencer par avoir des résultats qualitatifs dans un premier temps, et sur la base de ces résultats qualitatifs, il va concevoir une démarche quantitative. Et la triangulation, c'est lorsqu'il y a des allers-retours entre méthode qualitative, méthode quantitative et objet de recherche. C'est lorsqu'il y a carrément une redéfinition de la problématique ou des axes de recherche suite à une phase ou à une autre. Très bien. Maintenant, pour les études quantitatives en sciences de gestion, donc là, je pense que la majorité d'entre vous ont déjà visualisé les vidéos que j'ai mises sur YouTube. Bon, si c'est pas fait, il faudrait revenir pour les voir, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai mises. C'est pour que vous puissiez avoir un a priori et des prérequis par rapport au questionnaire et à la démarche quantitative avant de pouvoir suivre ce live.
Donc, je propose que vous puissiez la visualiser juste après ce cours et revenir sur le live. En tout cas, ce live, il va toujours être là sur Khalaya Fdar, sur la chaîne YouTube de Khalaya Fdar, peut-être même sur SOS Méthodo. Donc, en tout cas, cette vidéo va rester là. Vous allez pouvoir suivre si vous avez des questions ultérieurement. Donc, mais je vais présenter les choses différemment. En tout cas, nous sommes dans la science. Et au niveau du paradigme positiviste, comme je l'ai bien mentionné au niveau des vidéos sur la chaîne SOS Méthodo, euh, la logique même du positivisme, c'est la mesure. D'accord? La logique, c'est la mesure. La logique, c'est tout ce qui est métrique et ce sont les lois mathématiques. Et donc, je rappelle que Auguste Kant disait que dans les sciences sociales, il y a plus ou moins des règles qui régissent le comportement humain qu'on pourrait rapprocher plus ou moins aux règles qui régissent la chute d'une pierre ou les lois qui régissent la chute d'une pierre. Et donc, c'est ça la logique. C'est ça la logique quantitative. Donc, la logique quantitative, c'est qu'on puisse modéliser le comportement humain, le comportement social, et de pouvoir créer des tendances en vue d'avoir des prédictions. Donc, on pourrait être soit dans la description, soit dans l'analyse, soit carrément dans la prédiction. Et donc, bon, je ne vais plus revenir sur ça parce que la vidéo sur YouTube, elle présente tout cela d'une manière très étoffée, c'est-à-dire la conception du questionnaire, etc., les méthodes d'échantillonnage. Donc, tout ça, je vais en passer. Mais c'est important juste de le souligner, c'est que c'est un prérequis nécessaire pour pouvoir sur vidéo. C'est que c'est important de revenir un peu sur la manière de concevoir un questionnaire. Hein. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas vraiment de concevoir un questionnaire parce que la majorité des doctorants ont déjà fait cet exercice au préalable et donc pas besoin de revenir sur ça. Hein. Donc c'est juste pour les gens qui ne savent pas comment concevoir un questionnaire, ils peuvent être orientés vers YouTube, qui est la chaîne SOS Méthodo, pour voir carrément comment cela se présente. On va parler des échantillons. Alors, en principe, la définition de l'échantillon ou de la méthode d'échantillonnage dépend de la population. C'est-à-dire, nous avons quel type de population? Est-ce que nous avons une population connue ou une population non connue? Je donne un exemple. Si moi je travaille sur le consommateur marocain du prêt-à-porter, je n'ai pas une population connue. Pourquoi? Parce que tous les consommateurs marocains pourraient acheter et il n'existe pas au jour d'aujourd'hui une base de données avec des identifiants de chaque répondant ou de chaque personne qui appartient à cette population. C'est de ça que je parle. Lorsque j'ai une population connue, bon, ça vous le lisez beaucoup dans les livres de statistiques, etc. Mais je pense que si vous êtes là en train d'écouter ce live, c'est beaucoup plus pour avoir des aspects plus pratiques pour vous aider à vous orienter plus facilement. C'est-à-dire quoi une population connue? Une population connue, c'est une population pour laquelle je dispose d'une base de données exhaustive avec les identifiants de chaque personne qui appartient à cette population. Une population non connue, c'est-à-dire c'est une population pour laquelle je ne dispose pas de ces données-là. Et donc, une population connue pourrait être les clients de Maroc Télécom. C'est une population connue. C'est que l'entreprise Maroc Télécom a une base de données exhaustive de tous ses clients avec leur ID, avec leur numéro de téléphone, quand est-ce qu'ils ont changé de numéro, leur forfait, leur consommation, etc. Donc, c'est une base de données plus ou moins qualifiée. Hein. On parle de base de données qualifiée lorsque nous avons beaucoup de critères, une base de données moins qualifiée lorsqu'on a moins de critères pour cette base de données, pour cette même base de données. Et donc, lorsque j'ai une population connue, là, je pourrais avoir les échantillons probabilistes. Lorsque j'ai une population non connue ou inconnue, là, je vais vers les échantillons non probabilistes, qui sont les échantillons par choix raisonné, par quota ou par convenance. Alors, je vais commencer par les échantillons probabilistes. Mais juste pour vous dire, les échantillons probabilistes, on ne peut les faire que lorsque nous avons plus ou moins la garantie que nous pouvons avoir accès à ces données-là.
Ce n'est pas une chose qui se passe dans la théorie. Non, il faudrait avoir la base de données, l'avoir sous les yeux déjà, pour la qualifier et voir vous avez combien de personnes dans cette population. Par la suite, vous allez voir est-ce que l'échantillon composé, et tout à l'heure on va voir les règles de calcul d'échantillonnage, lorsqu'on verra la taille de l'échantillon, est-ce qu'elle est accessible pour vous ou pas? Parce que vous pouvez avoir une population de dizaines de millions de personnes, et donc l'échantillon minimal sera de 7000, 8000 ou 9000 répondants. Et donc dans ce cas, si vous choisissez la technique probabiliste, c'est comme si vous vous tirez une balle dans les pieds. C'est-à-dire, vous dites, selon la théorie, voilà ce qu'il faut faire, mais après, vous allez chercher à justifier vos limites d'accès au terrain. Et donc, tout ça, ce sont des choses à voir dans un premier temps avec votre directeur de thèse, mais aussi vous avez la responsabilité d'effectuer des choix et que voilà que vous puissiez les assumer. Et donc là, je dis, essayez d'avoir accès à la base de données, essayez de calculer la taille de l'échantillon pour voir est-ce que la taille de l'échantillon est faisable, c'est un projet faisable pour vous. Essayez de voir si vous allez pouvoir accéder à ces données. Après que ces trois règles soient remplies, là, vous pouvez choisir l'échantillon probabiliste. Bon, les échantillons probabilistes, bien sûr, sont plus robustes et donc vous aurez plus de chances de publier des articles dans des revues internationales indexées et voilà, tout ce que vous voulez grâce aux échantillons probabilistes parce que c'est un peu plus robuste. Maintenant, les échantillons probabilistes supposent la détention de ces bases et donc c'est plus ou moins un degré de précision que vous allez pouvoir contrôler en fonction de la taille de l'échantillon. Et donc rapidement, je vais détailler ces types d'échantillons. Donc l'échantillon probabiliste aléatoire simple. Donc l'échantillon probabiliste aléatoire simple, c'est lorsque j'ai une base de sondage de la population et je vais faire un tirage aléatoire de l'échantillon composé. Par exemple, après avoir eu la population, j'ai une population par exemple de 5000 personnes, et donc l'échantillon est de 800 personnes. Et donc, je vais sélectionner ces 800 à partir de cette base de données, mais sur papier, sur papier, sur la base de données elle-même. Je les sélectionne d'abord sur la base de données. Et dans un deuxième temps, je vais les contacter. C'est-à-dire, je sélectionne l'ID numéro 18, l'ID numéro 22, l'ID numéro 125, l'ID numéro 128, etc. Donc, c'est un aléatoire simple, mais par ID, par identifiant de répondant. Ça dépend de ce que j'ai dans l'identifiant. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse mail, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je le sélectionne dans la base de données d'abord et après, je vais le contacter. C'est ça, les échantillons aléatoires. Et ça se passe toujours comme ça. Hein. L'échantillonnage se passe au niveau de la base et après, on les contacte, en principe. Deuxième type d'échantillon, c'est l'échantillon systématique. Donc, il faut pas confondre l'échantillon systématique avec la revue de littérature systémique ou systématique. Donc, la revue de littérature systématique, c'est une chose. L'échantillon systématique, c'est une chose. Et l'approche systémique, c'est une troisième chose. Il faudrait juste faire attention à ça. L'échantillon systématique, c'est lorsque je vais constituer ce qu'on appelle les pas. Alors, un pas est égal au nombre, à la taille de la population sur la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, j'ai 1200 personnes à avoir d'un échantillon de 6000 et donc je vais faire le calcul. Donc, ça va être quelque chose comme 8 ou 7 ou quelque chose comme ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre le premier ID et sauter le pas, qui est ces 8 ou 7 personnes, sélectionner le deuxième, sélectionner un pas, sélectionner le troisième, sauter le pas, sélectionner le quatrième, et ainsi de suite. Comme ça, nous aurons la certitude que notre échantillon ne pourrait pas être concentré dans une seule zone ou dans un seul segment qui pourrait être particulier. D'une manière générale, ce type d'échantillonnage, on le fait lorsque nous avons des cibles réparties du point de vue géographique. La répartition géographique, c'est important
lorsqu'on était dans le monde des enquêtes professionnelles, on avait une méthode qui s'appelait le quiche. Donc cette méthode, elle se basait plus ou moins sur la sélection des portes et des maisons à sonder. Et donc il fallait toujours sauter un nombre de numéros de maisons avant de tomber sur la maison à sonder. Parce que parfois dans un même quartier, il y a deux niveaux ou trois niveaux d'habitat différents, le haut standing, moyen standing, social, etc. Et donc il fallait sonder vraiment tout le monde. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aller dans ce sens. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est ce que vous allez pouvoir défendre votre choix d'échantillonnage lorsque vous rédigez votre paragraphe méthodologique. Et ce sont vos choix, hein. C'est vous qui devez justifier. Vous n'allez pas trouver cela dans des ouvrages ou dans des bouquins. Dans les ouvrages, dans les bouquins, on va vous exposer, mais on va jamais vous dire quel type d'échantillonnage s'adapte le plus à votre propre problématique. Sauf si vous trouvez des travaux de recherche qui ont traité la même problématique et qui ont opté vers un type d'échantillonnage. Là, oui, là, vous pouvez vous baser sur leur choix à condition que vous ayez les mêmes moyens que ceux desquels disposaient plus ou moins les chercheurs que vous citez. Alors, l'échantillon stratifié, c'est lorsque la population, dès le départ, se présente sous forme de catégories, naturellement. C'est-à-dire, lorsque j'ai une population de cadres, bon, là, nous savons qu'il y a le management des juniors, il y a le management des seniors, hein. J'ai le management des hommes et le management des femmes, ça dépend du type d'activité. Donc, si la nature de la problématique impose que la population soit scindée en segments, eh bien, il faudrait reprendre la même logique de segmentation au niveau de votre échantillon. Dans ce cas, on appelle ce type d'échantillon l'échantillon stratifié. Donc, l'échantillon stratifié, c'est lorsque nous aurons des strates. Alors, chaque strate correspond à un segment de la population mère, et à l'intérieur de chaque strate, vous aurez un échantillon aléatoire simple. Et par la suite, vous allez passer au sondage lui-même. Et donc, tout ça se passe, bien entendu, comme j'avais dit, sur le papier avant de contacter les personnes concernées. Nous avons l'échantillonnage à plusieurs degrés. Donc, l'échantillonnage à plusieurs degrés, c'est lorsque nous commençons par effectuer un échantillonnage aléatoire simple sur un premier niveau. Par exemple, là, je vais dire, j'ai une population de Marocains. Alors, les Marocains, c'est trop large. Vous voyez, les Marocains, c'est tellement large qu'il faudrait faire des choix. Par exemple, la question du citoyen. Donc, le citoyen marocain. Là, je pense que j'avais parlé déjà à l'une des personnes qui est en train de me regarder là. Je pense que c'est Mademoiselle Jihan. Dans sa problématique, elle parle des citoyens de Casablanca, par exemple. Donc, elle a envie de voir dans quelle mesure ces citoyens-là pourraient contribuer plus ou moins à la mise en œuvre de la Smart City, et donc dans quelle mesure ils sont des utilisateurs des technologies, des nouvelles technologies concernant le marketing de la ville, hein, d'une manière générale. Et donc, cette personne-là, qui est Jihan par exemple, lorsqu'elle va vouloir passer à son échantillon, si jamais elle a une base de données exhaustive de tous les citoyens, elle va devoir travailler par choix. Est-ce qu'elle aura les hommes ou les femmes? Est-ce qu'elle aura les jeunes ou les moins jeunes? Est-ce qu'elle aura la catégorie socio-professionnelle A, B, C, D ou E? Est-ce qu'elle aura des personnes appartenant à toutes les préfectures ou pas? Est-ce qu'elle aura des personnes de différents quartiers ou pas? Vous voyez, donc maintenant les critères de choix sont plusieurs. L'échantillonnage à plusieurs degrés, c'est lorsqu'on va prendre tous les critères et on va prendre des petits échantillons de chaque critère. Je m'explique. Il va commencer par dire quel est le critère le plus général. Là, on va dire ce sont les quartiers de Casablanca, les gros quartiers. Donc, lorsque nous avons les gros quartiers ou les grosses préfectures, il y en a par exemple 12 ou 15. Donc, premier type d'échantillonnage, on va prendre aléatoirement 3 ou 4 de ces 12. Ça, c'est le premier degré.
c'est le choix des quartiers. Après avoir effectué le choix des quartiers, deuxième niveau de choix, ce sont les catégories socio-professionnelles. Quelles sont les catégories socio-professionnelles que nous allons viser? Toutes les catégories où on va se focaliser uniquement sur deux ou trois. Si on va se focaliser uniquement sur deux ou trois, c'est-à-dire les AB, je vais dire, hein, les AB, puis les C, puis les E, par exemple, uniquement ces trois, ça c'est un deuxième niveau qu'on va effectuer à l'intérieur du premier niveau d'échantillonnage qui était celui des quartiers. Troisième niveau, les âges, les catégories d'âge. Quelles sont les catégories d'âge que nous allons prendre? Non, on ne va pas prendre toutes les catégories d'âge, mais on va prendre plus ou moins la catégorie 18-25, la catégorie 35-45 et la catégorie 56 et plus, par exemple. Et ainsi de suite. En tout cas, ce sont des logiques de découpage de l'échantillon, mais c'est un échantillonnage qu'on fait sur la base des critères lorsque les critères sont nombreux et comme vous voyez, ce sont des choix, hein. Le chercheur effectue des choix qu'il doit défendre. C'est à vous de voir comment vous voulez les défendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser son sujet avant d'aller vers l'approche quantitative. Et donc l'approche quantitative ne s'adapte pas aux problématiques qui sont encore peu développées ou immatures. Je pense le dernier échantillon probabiliste que nous avons, c'est l'échantillon par grappe. Alors, l'échantillon par grappe, ça ne ressemble pas vraiment à celui qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est lorsque la population elle-même se présente sous forme de grappe. C'est quoi une grappe? Une grappe, c'est un petit groupe homogène. C'est une grappe, un petit groupe homogène. Maintenant, je prends un exemple. Les étudiants du Maroc. Si mon questionnaire porte sur les étudiants. Les étudiants, par nature, s'organisent sous forme de petits groupes. Les étudiants de l'université X, de l'université Y, de l'université Z, de l'école X, de l'école Y, de l'école Z, de l'institut X, de l'institut Y, de l'institut Z. Et donc là, j'ai plusieurs types de structures. Et chaque structure regroupe un nombre important de personnes. Les facultés, les universités regroupent beaucoup de personnes. Les écoles de commerce regroupent un peu moins de personnes. Les écoles d'ingénierie, encore moins de personnes. Des facultés de médecine, de pharmacie, etc., etc. Et donc, lorsque la population de base se présente sous forme de grappe, là, l'échantillon par grappe serait de prendre quelques grappes et de prendre la grappe tout entière au niveau de l'échantillon. Ici, si je vais prendre des étudiants de l'université, ça va être beaucoup trop, hein, parce que une université peut compter jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 étudiants, hein. Donc c'est énorme. Par contre, si je travaille sur les étudiants en première année, les étudiants en première année, donc je sais que les étudiants en première année ne sont pas trop nombreux, et donc je prendrai un échantillon, c'est-à-dire les étudiants de première année de l'École nationale de commerce et de gestion de Stat, un échantillon d'étudiants de première année qui est composé des étudiants de première année de la faculté de médecine et de pharmacie, par exemple, de Casablanca. Je prendrai l'étudiant de la première année de l'École nationale des sciences appliquées, etc. Donc, je prendrai 4, 5 ou 6, mais je fais appel à ce type d'échantillon lorsque j'essaie d'avoir une homogénéité intra-grappe. Lorsque j'ai envie d'avoir des tendances générales, lorsque j'ai envie qu'un ensemble de personnes me disent la même chose. Vous voyez, ce n'est pas lorsque je cherche à avoir des idées tirées des individus. Non, lorsque je cherche à avoir des petites collectivités quand même. Maintenant, on passe aux échantillons non probabilistes. Donc, les échantillons non probabilistes sont les échantillons les plus utilisés par les chercheurs en sciences de gestion. Les sciences économiques travaillent un peu avec les échantillons probabilistes, mais les sciences de gestion ne travaillent pas beaucoup avec les échantillons probabilistes. Pourquoi? Parce que les répondants ne sont pas vraiment accessibles et on a vraiment besoin de passer énormément de temps
sachant que l'accès au terrain pour un doctorant en sciences de gestion, c'est généralement à partir de la troisième année ou de la quatrième année. Ce n'est pas comme les sciences économiques qui commencent à partir de la deuxième année au niveau du terrain. Et donc, lorsqu'ils ont ces limites, limites de temps, deuxième limite, c'est la limite d'accès à l'information, parce que même si j'ai la base de sondage, est-ce que Maroc Télécom va me laisser contacter sous ses clients? Ça m'étonnerait. Et donc, lorsque nous avons ces limites d'accès au terrain, lorsque j'ai ces limites d'accès au terrain, là, on fait appel aux échantillons par choix raisonné. Il faudrait juste le justifier et justifier qu'en quoi l'échantillon probabiliste ou la mise en œuvre de l'échantillon probabiliste nécessiterait des moyens et des ressources humaines et temporelles qui dépassent la capacité du doctorant. Ça suffit de l'écrire noir sur blanc et de l'écrire au niveau de votre chapitre de méthodologie, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir justifier le passage aux échantillons non probabilistes. Mais j'insiste sur cela. Il faut justifier avant de sélectionner l'échantillon non probabiliste, parce que c'est l'échantillon probabiliste qui est le plus, j'allais dire, qui est le plus recevable, qui est le plus acceptable en études quantitatives. Et donc, je vais commencer par le premier type d'échantillon, c'est l'échantillon par choix raisonné. Alors, l'échantillon par choix raisonné, c'est lorsque tout simplement le chercheur va effectuer des jugements qui devraient être objectifs. Et donc, en revenant sur l'exemple de tout à l'heure, de celui de Jihan Tadili, hein, elle m'a remercié pour l'exemple, hein, je te remercie de même, hein, parce que bon, tu m'as donné un peu une matière pour travailler aussi. Hein. Bon, j'ai discuté avec toi en dernier, hein, c'est juste pour ça que je retiens ton exemple en tête. Alors, je pourrais me baser sur ça. L'échantillon à plusieurs degrés. Hein. Donc, l'échantillon à plusieurs degrés, je sais que j'ai beaucoup de sous-ensembles, etc., etc. Et donc, je pourrais me baser sur cela pour mes choix raisonnés. Je vais dire, nous avons plusieurs critères de sélection de l'échantillon. Nous avons le critère de la localisation géographique, nous avons le critère de l'âge, nous avons le critère du genre, nous avons le critère de la catégorie socio-professionnelle, nous avons le critère de l'usage, du fait d'être utilisateur ou non des nouvelles technologies. Donc, j'ai 6 ou 7 critères. Pour chaque critère, j'ai beaucoup de modalités. Et donc, on va faire des jugements, tout simplement. On va juger. On pourrait aussi faire plus ou moins une combinaison de méthodes aléatoires et probabilistes, dans le sens où si j'ai tous les critères qui sont là, je pourrais faire un échantillon aléatoire juste des critères, mais pas au niveau de la population. Rien ne m'empêche de faire ça. C'est-à-dire, j'ai 12 critères, donc je vais choisir aléatoirement 2 ou 3, ou alors je pourrais les choisir par choix raisonné. On va dire, je vais choisir les 18-24 ans parce que, je vais choisir les 30-35 ans parce que, et je vais choisir les autres. Pour les autres catégories, je ne vais pas choisir parce que, et parce que. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, une fois vous présentez ces choix ou vous présentez ces jugements-là, il faudrait juste que vos jugements soient défendables. Mais par la suite, c'est normal que vous ne pouvez pas choisir l'exhaustivité. Et donc, on va choisir l'échantillon qui pourrait nous donner les résultats les plus fiables, les plus acceptables et qui pourrait nous aider à proposer ou à apporter une valeur ajoutée à la communauté scientifique. C'est-à-dire, je n'irai pas chercher un segment de l'échantillon juste pour montrer que j'ai traité l'exhaustivité, tout en sachant très bien que ce sont des gens qui ne vont m'apporter aucune valeur ajoutée. Les moins de 16 ans, par exemple. Pourquoi je vais chercher les moins de 16 ans? Moi, je sais que les moins de 16 ans ne se connectent même pas à tout ce qui est ville, etc. Pourquoi je vais les sélectionner? Et donc, les raisons derrière le choix d'une cible est très objectif et bien entendu, il est en relation avec les résultats que vous cherchez à apporter. La méthode des quotas. La méthode des quotas, dans sa logique, elle ressemble beaucoup à celle-là, à l'échantillonnage stratifié. C'est lorsque j'ai une population qui s'organise sous forme de groupes homogènes ou de segments,
Et moi, j'ai envie d'avoir un nombre de répondants par segment. Par exemple, le prêt-à-porter. Je travaille sur le prêt-à-porter. Et j'analyse le comportement des Marocains vis-à-vis des marques prêt-à-porter. Je sais dès le départ qu'au niveau du prêt-à-porter, nous avons trois grands segments. Les trois grands segments, ce sont par exemple les hommes, les femmes et les enfants. Bah, plus les bébés, la puériculture. Donc, je pourrais avoir quatre grands segments. Hommes, femmes, enfants et bébés. Maintenant, le comportement d'achat du prêt-à-porter pour chaque groupe est différent de l'autre. Et donc, si j'ai un échantillon de 600, par exemple, je vais essayer de le répartir en fonction de ces quatre gros segments. Je vais voir est-ce que les quatre segments sont égalitaires ou est-ce qu'il y a des segments qui sont majoritaires. Pour cela, je devrais me baser sur des études déjà existantes qui pourraient me dire quelle est la proportion des femmes qui achètent ou de l'achat des femmes par rapport à l'achat des hommes, par rapport à l'achat des bébés, etc. Ça représente combien dans le marché du prêt-à-porter d'une manière générale. Pour cela, il me faut des statistiques, des rapports de magazines ou autres. Donc, il me faut un peu pour délimiter plus ou moins les tailles, surtout en matière de pourcentage. Donc, si j'ai 40% de vêtements achetés, par exemple, par période ou par an, concernent les femmes, 20% concernent les hommes, 20% qui concernent les enfants et 10% qui concernent les bébés. Je ne sais pas si j'ai fait le compte qui est bon ou pas. En tout cas, dans mon échantillon, qui est celui de 600, il faudrait que j'ai la même répartition. 40% des femmes, 20% des hommes, 20% des enfants et 20% des bébés, tout simplement. C'est ça la méthode des quotas. C'est-à-dire, je commencerai à recueillir, si je dis 20% des 600, donc c'est 120 personnes. Donc j'ai 120 hommes, 120 enfants et 120 bébés, par exemple. Et donc, je vais commencer à collecter auprès des hommes jusqu'au fait d'atteindre les 120. Est-ce que je vais m'arrêter à 120? Idéalement, non. Il faudrait que je rajoute un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aurait certains répondants qui n'auraient pas achevé le questionnaire jusqu'à la fin, certains répondants qui m'auraient répondu n'importe comment, etc. Donc, il y aurait forcément des erreurs. Donc, je rajoute un tout petit peu pour retenir enfin 120 hommes, la 120 réponses d'hommes exploitables. Et après, 120 réponses concernant les enfants exploitables, bien sûr. Je ne vais pas poser la question aux enfants, mais je vais poser la question aux parents concernant l'achat de leurs enfants. Et ainsi de suite. Et donc, c'est ça la méthode des quotas. Donc, la méthode des quotas, moi, je trouve que c'est une bonne méthode, c'est une très belle méthode, et qui s'approche un tout petit peu de ces logiques probabilistes, parce que nous n'avons pas vraiment l'échantillon probabiliste, mais nous avons des pourcentages d'échantillons qui répondent à des normes d'objectivité. Et ça, c'est un plus. Hein. Si j'assiste à une soutenance de thèse ou si je suis invité à être jury d'une thèse qui utilise les quotas, là, je vais voir que le doctorant a fait vraiment des efforts et il a voulu s'approcher au maximum de l'objectivité scientifique. Vous voyez, ce n'est pas comme les autres méthodes où il y a juste la convenance ou autre. Le dernier échantillon qui est celui de la convenance, c'est la star des échantillons des doctorants. Pratiquement 80% des doctorants travaillent par échantillon de convenance. C'est quoi l'échantillon de convenance? En deux mots, c'est l'échantillon de ceux qui ont bien voulu répondre. Point. Ça s'arrête là. Et je n'abuse pas du langage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je vais recevoir ou je vais accepter toute personne qui est volontaire. Pourquoi? Parce que je me dis, je suis déjà chanceux d'avoir ces réponses et je ne pense pas que je pourrais avoir tous les critères d'objectivité pour recenser qui je veux de la catégorie que je veux. Parce que c'est une cible qui est inaccessible ou parce que c'est une cible qui n'a pas le temps ou parce que c'est une cible qui ne répond pas souvent au questionnaire. Et donc l'échantillon de convenance, si j'ai par exemple 600, eh bien tout simplement, là j'aurai 600 répondants et donc les 600 qui ont bien voulu répondre. Après avoir collecté les réponses de ces 600 répondants, par la suite, je vais découvrir quelle est la structure de l'échantillon. Donc, il se compose de qui?
homme, femme, catégorie d'âge, CSP. Bon, je vais découvrir par la suite. Vous voyez, c'est pour ça que déjà, je réponds à une question qui est souvent posée par les doctorants concernant l'échantillon. Est-ce qu'on met la structure de l'échantillon au niveau du chapitre méthodologique ou est-ce qu'on met la structure de l'échantillon au niveau des résultats? Ça, c'est une question qui se pose. Donc, lorsque j'ai un échantillon probabiliste, ou lorsque j'ai un échantillon de choix raisonné, ou lorsque j'ai un échantillon par méthode de quota, là, je vais présenter tout cela au niveau de la méthodologie. Pourquoi? Parce que ce sont mes choix. Et par la suite, au niveau des résultats, je vais présenter juste les résultats de mes questions. Par contre, lorsque j'ai un échantillon de convenance, la structure de l'échantillon, je vais la découvrir a posteriori. Et donc, lorsqu'on va la découvrir a posteriori, bien entendu, il faudrait la présenter au chapitre des résultats, c'est-à-dire juste avant la présentation des résultats univariés et bivariés, et bien entendu, avant de passer aux résultats des thèses, des hypothèses, etc. Là, je vais commencer par présenter la structure de l'échantillon pour dire voilà ce que j'ai. Et donc, ça va être un guide pour l'interprétation des résultats. Et donc, je vais interpréter les résultats compte tenu des spécificités ou compte tenu des limites de cet échantillon-là ou sa capacité à généraliser les résultats. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème, c'est lorsque j'ai un échantillon qui ne permettrait pas de généraliser les résultats et c'est sur cela que vous allez être questionné au niveau de la soutenance de thèse. Ou lorsqu'on est en train d'élaborer votre rapport de thèse, on essaie de voir dans quelle mesure votre échantillon est susceptible de généraliser les résultats ou pas. Et c'est une question centrale, hein, c'est-à-dire chaque évaluateur de thèse, il va voir ça vraiment à la loupe. Hein, c'est-à-dire, il va essayer de voir si vraiment les critères d'objectivité sont atteints ou pas. Il y a une question de Sir Khalil Montasser. Est-ce que l'échantillon de convenance, est-ce que c'est le cas quand on partage le questionnaire sur les réseaux sociaux? euh, non, 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 pas forcément. Malgré que j'administre le questionnaire sur les réseaux sociaux, je pourrais chercher des quotas, c'est-à-dire remplir beaucoup, et lorsque j'aurai mes quotas par homme, femme, enfant, etc., je vais m'arrêter. Vous voyez? Donc il y a il y a une différence entre la taille ou le type d'échantillon et la méthode d'administration. Alors, la méthode d'administration, c'est une méthode soit en face à face, soit en ligne ou autre. Il y a des outils d'administration, soit emailing, soit par boule de neige, c'est-à-dire je demande à des gens de relayer le questionnaire auprès des autres personnes qui leur ressemblent plus ou moins, etc., etc. Et donc, c'est juste une manière d'administration. Mais le type d'échantillon, c'est le choix stratégique de l'échantillon qui va guider la toile de fond et qui va guider toutes les démarches de l'échantillonnage. C'est Redouane, monsieur dit, si par exemple, je travaille sur les étudiants dans les écoles d'ingénieurs en première année de formation, qui est la population maître, très bien. Est-ce que l'échantillon par grappe est le mieux adapté avant ce séminaire? Donc, je vous en remercie. J'ai pensé au fameux échantillon de convenance. Non, non, la méthode par grappe est la mieux adaptée pour vous. Ça dépend de la problématique. Vous voyez, est-ce qu'au niveau de la problématique, est-ce qu'au niveau de la problématique, vous aurez besoin de certains consensus? C'est-à-dire, vous voulez relever certaines choses, vous voulez relever certains faits. Et donc, si vous cherchez les petits consensus, oui, il faut que vous ayez un échantillon par grappe. Pourquoi? Parce qu'il vous faut au moins une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes qui vont dire la même chose. Vous voyez? Parce que sinon, si vous avez un étudiant de la gauche, un étudiant de la droite, un étudiant du nord, un étudiant du sud, ces étudiants ne vont pas se mettre d'accord tous sur une seule chose. Vous voyez? Donc ça dépend de ce que vous cherchez. Omar Ousta, le cas de la problématique, par exemple, l'acceptation technologique, l'échantillon de convenance des salariés qui ont répondu au questionnaire. Alors, pour moi, pour Sir Omar, l'acceptation de la technologie, l'échantillon de convenance des salariés qui ont répondu au questionnaire. Non, chez l'échantillon de convenance, honnêtement, quand est-ce qu'on l'accepte? صراحة زعما je vous dis les choses selon ce que je vois parce que bon j'ai administré énormément d'enquêtes وهذا. Donc ce que je dis
Quand est-ce qu'on accepte l'échantillon de convenance? C'est lorsque j'aurais déjà commencé par une autre forme plus acceptable scientifiquement. Yak, je l'ai commencé. Et au fur et à mesure, j'ai été voilà, en face de plusieurs obstacles, de plusieurs limites, etc. Et donc, vers la fin, c'est bon, خلاص ما وصلتش لداكشي اللي كنت باغي. À la fin, je pourrais accepter un échantillonnage de convenance. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'échantillon de convenance n'est pas un choix délibéré dès le départ, sauf si la cible est vraiment inaccessible. Les salariés, ce n'est pas une cible qui est inaccessible. Les cadres, oui, les cadres, ils sont inaccessibles. Là, parce que les cadres sont submergés par le travail, ils travaillent le soir, la nuit, ils sont tout le temps en responsabilité, ils sont tout le temps au téléphone, etc. Et donc, généralement, ils n'auraient pas le temps de répondre à un questionnaire. Pour les cadres, oui. Mais pour les salariés, je pense que les salariés auraient suffisamment de temps pour répondre. Il faudrait juste prévoir une marge de temps, une plage de temps qui soit suffisante pour recueillir un peu les gens, ça fait. Donc, pour l'acceptation de la technologie, moi, à première vue, je pourrais faire la distinction entre les types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont utilisatrices de la technologie, c'est-à-dire Dell, par exemple, la Casablanca. Bah, si tu ne travailles pas avec la technologie, tu ne vas même pas être salarié, vous voyez. Et il y a d'autres entreprises de type PME qui travaillent dans d'autres types de secteurs d'activité, agroalimentaire, prêt-à-porter, tissu, marbre, etc. Et donc, là, je pense que ça devrait être un échantillonnage en matière de type d'entreprise. Et donc, ça devrait être soit par quota, soit par choix raisonné. Vous voyez? J'espère que j'ai répondu à votre question, Sir Omar. Alors, en tout cas, je vais répondre juste aux questions. Donc, la question de la taille de l'échantillon, soit... Bon, je vais la présenter aussi aujourd'hui pour que la séance prochaine, on passe directement aux échelles de mesure. En tout cas, pour la taille de l'échantillon. Il y a différentes formes pour calculer la taille de l'échantillon. Il y a différentes formules. L'objectif ici, ce n'est pas de revenir aux questions de l'intervalle de la moyenne, etc., mais de travailler avec des formules. Donc, la formule la plus, j'allais dire, la plus populaire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. La formule la plus acceptable et qui revient vraiment tout le temps, et c'est une formule avec laquelle on a travaillé aussi bien pour des thèses que pour des études nationales, que pour des études internationales, qu'avec une étude au plan, etc. Donc c'est une formule plus ou moins acceptée qui est populaire. Hein. Je vais dire formule populaire. Je ne vais pas dire c'est la seule et unique méthode qui existe, mais c'est la formule qui est populaire. La taille de l'échantillon, lorsqu'on connaît la taille de la population. Et donc, je pourrais avoir la taille de l'échantillon pour la population infinie, là voilà. Je pourrais avoir n égale l'échantillon pour la population infinie, que je vais calculer, et j'ai le grand N qui est la population infinie, c'est-à-dire c'est un correcteur. C'est la taille de l'échantillon, c'est la taille de la population N. Maintenant, pour les petites populations, le N0 va être sur E au carré. Lorsque je dis petite population, c'est-à-dire une population de base de quelque chose comme 200, 300, 400. Là, je parle de la population et non pas de l'échantillon. C'est-à-dire, je travaille uniquement sur les PME du secteur automobile. Au Maroc, il n'y a pas plus de 200 ou de 250 PME, par exemple. Et donc, puisque c'est une taille de population qui est faible, N0 est égal à 1 sur E au carré. Le E, c'est la marge d'erreur, généralement qui est de 5%. Vous commencez par 5%, et après, si ça vous donne un échantillon trop grand, voilà, trop petit, et que vous pouvez encore avoir un peu plus d'échantillons, vous pouvez encore minimiser cette marge d'erreur. Plus la marge d'erreur est faible, mieux c'est, donc plus vous pouvez généraliser les résultats. Donc, lorsque j'ai une taille de population qui est faible, N0 est égal à 1 sur E au carré. Lorsque j'ai une grande population, c'est-à-dire des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes, N0 est égal T au carré fois S au carré sur E au carré. Et donc, T au carré, c'est la valeur définie de la loi normale, en fonction du seuil de confiance souhaité dans la table de la loi normale que vous connaissez. Donc,
Donc, vous fixez votre seuil de confiance qui est 5% et après, vous voyez quelle est la valeur T. Vous le copiez, vous le collez ici. S. Alors, S, le souci, c'est l'écart type estimé. Donc, vous aurez besoin de la distribution de la population. Il faudrait que vous ayez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai une base de sondage, il faudrait que ce soit une base de population. Et cette base de population, là, j'aurai des critères. Et donc, je prendrai une variable. En principe, la variable est déterminée, c'est-à-dire la variable à expliquer, NDNF, mon modèle. Donc, je prendrai la distribution de cette variable et je vais lui calculer l'écart type. Lorsque je vais calculer l'écart type, là, je pourrais avoir une idée sur N0. Donc, N0 est égal à la valeur définie par la loi normale au carré fois l'écart type au carré, c'est quoi? C'est la variance sur la précision souhaitée au carré. Donc, c'est comme ça que je pourrais avoir la taille de l'échantillon pour population infinie qui est N0. Et par la suite, je continue pour calculer la taille de ma population. Il y a une question avant que je passe à la deuxième. Pour Madame Hind, pour la méthode des quotas, si on interroge des consommateurs, quelle est la taille minimale de chaque segment? Ça va être en termes de pourcentage, Madame Benkiran. Ça va être en matière de pourcentage, c'est-à-dire les consommateurs. Donc, nous avons les hommes et les femmes, par exemple. Si je n'ai aucune statistique, les hommes ou les femmes, au commissariat au plan, les statistiques de l'HCP, nous avons par exemple 51% de femmes et 49% d'hommes. Et donc, dans mon quota, il faut que j'ai 51% de femmes et 49% d'hommes. Vous voyez, c'est pas une question de taille minimale, mais c'est une question de représentativité de chaque segment au niveau des quotas que j'ai en matière de pourcentage. D'accord? Et après, la taille finale de l'échantillon, vous allez la calculer d'une autre manière. Soit le calcul de la taille de l'échantillon quand on connaît la population ou quand on ne connaît pas la population. Madame ou monsieur, alors c'est qui maintenant? C'est monsieur Mohamed. Je me demande si vous pouvez nous expliquer plus à propos des échelles de mesure. Oui, les échelles de mesure, c'est la séance prochaine, Inch'Allah. Les échelles de mesure, la séance prochaine. Si Mohamed, si par exemple je travaille avec 30 bateaux, 30 bateaux, 30 bateaux, c'est même pas quantitatif ça. Je travaille avec 30 bateaux, mon étude d'observer l'activité d'abord ces dernières et j'ai ces critères. Est-ce que c'est je veux 5 bateaux afin. Non, 5, c'est Mohamed Kazni, 5, c'est pas quanti ça. Donc ça c'est du quali. Sauf si vous choisissez l'exhaustivité, les 30 bateaux, et vous leur faites de l'aptitude, mais à mon sens, si c'est pas plus de 50, on ne parle même pas de quanti si on n'a pas plus de 50. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc j'espère que c'est clair par rapport à la taille de l'échantillon, mais je sais que cette taille d'échantillon ne va pas être utilisée par la majorité d'entre vous parce que quand même vous aurez besoin d'avoir la taille de la population et vous avez besoin d'avoir une distribution d'une variable centrale, c'est-à-dire avoir les valeurs de cette variable pour tous les répondants. Vous aurez les valeurs de cette variable pour tous les répondants. Maintenant, c'est simple, vous calculer sa variance très rapidement. Maintenant, la deuxième méthode, c'est celle qu'on apprécie de plus en plus en sciences de gestion. J'ai assisté à pas mal de thèses qui commencent maintenant à travailler beaucoup avec ces formules de taille de l'échantillon. On appelle cette méthode la méthode empirique. La méthode empirique, c'est-à-dire des échantillons qui vont nous permettre de tester les hypothèses de la recherche. Quelle est la taille minimale pour que mes hypothèses de recherche soient validées? Et donc, dans ce cas, je ne me focus plus sur les répondants, mais je me focalise sur les hypothèses. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, ma thèse ne porte pas sur les répondants, elle porte sur les hypothèses. J'essaie de valoriser mes hypothèses. C'est une valeur ajoutée scientifique. Ce n'est pas une valeur ajoutée, qui est en matière de population.
Dans ce cas, je vais voir de quoi j'aurai besoin au niveau des analyses. Est-ce que je vais faire des analyses de régression linéaire? Oui. Donc, si oui, il faut un échantillon de 15 à 20 observations par variable explicative. Donc, je prendrai les variables explicatives, les xi, et je vais les multiplier fois 15 à 20. 15 à 20, c'est-à-dire entre et 20 en fonction de ce que vous pouvez. Bien sûr, 20 c'est l'idéal, mais minimum c'est 15. Et donc là, vous pouvez citer ces auteurs-là, Tabachnik et Fidel, qui ont été cités dans l'ouvrage de Marie Gavard-Perret. Et d'une manière générale, Tabachnik et Fidel, dans un deuxième ouvrage, ils ont proposé n doit être supérieur, la taille d'échantillon, doit être supérieur à 50 plus 8 fois le nombre de variables. Si vous avez 5 variables explicatives, donc 5 variables explicatives, vous allez les multiplier fois 8, ça fait 40. Donc plus 50, c'est 90. Ça, c'est le minimum. Minimum de chez Minimum. Vous voyez qu'il a lui-même, les eux-mêmes, proposé 50. Donc, inférieur à 50, là, je ne vois pas que c'est du quantique. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment le minimum de chez minimum. C'est-à-dire, si votre cible est vraiment inaccessible, etc., donc là, au moins, vous pouvez répondre à cette critique et que votre thèse soit soutenable. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à soutenir leur thèse parce que leurs échantillons ne sont pas... leur nombre de répondants ne sont pas significatifs. Deuxième chose, parfois vous allez vouloir opter pour les analyses factorielles. Soit vous voulez faire des segmentations, soit vous allez vouloir faire des réductions de dimensions pour les deux mesures. Pour cela, il vous faut 5 à 10 observations par item et non par variable. C'est-à-dire vous allez compter le nombre d'items total que vous avez, et là je parle des items factorisables. Je ne parle pas des questions descriptives, là je parle des items factorisables, c'est-à-dire les items des échelles, ce que nous allons voir la séance prochaine. Et donc, vous allez calculer le nombre d'items total que vous avez, vous allez multiplier x 5. En moyenne, le nombre d'items dans une thèse de doctorat, c'est 45, 50, jusqu'à 70. Entre 45 et 70. Si vous avez plus de 70 items, c'est-à-dire que vraiment votre questionnaire va être vraiment trop lourd. Et bon, il vous faut vraiment beaucoup de coups de pouce pour que votre questionnaire soit administré. Généralement, vous aurez 70, donc 70 fois 5, ça va faire bien. Ça va faire 350. Donc, ça va faire 350 répondants minimum. Vous voyez, si vous avez 70. Si vous avez 40 items de variables latentes, donc si vous avez 40, donc 40 fois 5, c'est 200. Vous voyez, maintenant, il y a une autre chose que je n'ai pas citée ici, ce sont les échantillons des équations structurelles. En principe, c'est minimum 100. Hein, minimum 200. Si vous voulez travailler avec Israël et donc Amos, il faut bien plus de 200. Hein, 300, 400. Si vous avez de grosses tailles, mieux c'est. Si vous avez de faibles échantillons, il y a la méthode PLS, qui est une méthode qui commence à être discutée. Bon, parce que parfois on fait appel à PLS uniquement parce que l'échantillon que nous avons est faible, etc. Non, c'est pas un argument valable. Mais en tout cas, PLS travaille avec la méthode du bootstrap, c'est-à-dire c'est une simulation d'échantillons. Si j'ai 30 ou 40, si on va refaire des tirages aléatoires pour maximiser l'échantillon aux tailles que nous fixons. C'est-à-dire je peux simuler un échantillon de 500, de 600, de 800. Vous voyez, mais c'est fake, c'est pas réel. Vous voyez, c'est pour ça que bon, c'est comme un tableur X avec des macros qui permettent de générer pseudo-échantillons. C'est ça SmartPLS. Pour moi, SmartPLS, c'est bon, c'est pas une critique, hein. Mais SPLS, c'est comme si on a un tableur Excel avec macros qui vont simuler des pseudo-échantillons et qui vont nous donner des résultats. C'est tout. Ce n'est pas comme Amos. Amos, si l'échantillon n'est pas significatif, il ne va pas vous donner des résultats. Il va vous dire le calcul est impossible. C'est impossible d'avoir le résultat pour ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est quand même un peu plus robuste que les autres. Bon, je ne sais pas si on aura par la suite de parler des équations structurelles. J'espère avoir le temps. Bon, je vais m'arrêter sur
On a fini avec l'échantillonnage et le tas de l'échantillon. J'espère que c'est clair. Je vous ai laissé ici je vous ai laissé les auteurs pour que vous puissiez les citer. On est en train de concevoir un site SOS Méthodo, donc je pense que ça va être l'outil le mieux adapté pour vous laisser ces choses d'une manière rédactionnelle. Comme ça, vous pouvez revenir facilement aux références, revenir facilement aux ouvrages, etc. Je pense que les doctorants ont vraiment besoin de ça. Le site n'est pas encore fonctionnel, hein, mais en tout cas, ça va être en ligne, j'espère, bientôt. Hein. Il me faut juste de plus en plus de collaborateurs pour pouvoir travailler là-dessus. Parce que vous voyez, on ne peut pas travailler tout seul. On est deux ou trois, mais il nous faut encore un peu d'effort. Alors, je pense qu'on a débordé. Il y a un autre cours qui devrait commencer juste après. Je vais donner maintenant tous les arguments nécessaires. Vous pouvez revenir sur ces vidéos-là pour revoir un peu des passages. Pour la séance prochaine, je vous invite vivement à regarder notre chaîne YouTube où j'ai vraiment mis le questionnaire. Parce que si vous ne voyez pas les structures de questions, vous aurez du mal à comprendre les échelles de mesure. Vous voyez, il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. Ça, on pourrait parler des échelles de mesure et comment on passe des échelles de mesure vers le statistique, etc. Très bien, donc je vous remercie de votre attention. Laissez-moi des commentaires sur SOS Méthodo. Le groupe SOS est là aussi pour vous. Vous pouvez changer, je ne sais pas pourquoi vous n'échangez pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est juste changer, partager vos références, partager vos ressources, partager vos clients. On n'a pas besoin d'être toujours là pour répondre hein, ou pour stimuler des discussions, vous pouvez les stimuler vous-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a créé. Et voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous le mardi prochain, même heure, Inch'Allah. Au revoir.